Bonjour à tout le monde. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Joël Yenzer, journaliste et écrivain. Avant de commencer par lui demander les 3 livres, le temps qu'il a réfléchi, je veux vous proposer mon coup de cœur de la semaine. Un livre vraiment magistral, pas très long, tout petit, Le parfum des fleurs, la nuit de Leila Slimani, que je ne connaissais pas, prix Goncourt il y a quelques années. Et puis franchement, des passages sur son père dans le musée, puis à Venise, absolument magnifiques. Je vais très certainement lire quelques autres livres de Leila Slimani. Je commence par demander à Joël quels sont les 3 livres qu'il propose à notre lecture, qui l'ont marqué pour une raison diverse. Voilà. Alors le premier. Le premier, alors je vais par ordre chronologique. Le premier, c'est Le Château de ma mère de Marcel Pagnol. Magnifique. Le 2e tome de ses mémoires. Et c'est un. Je développe maintenant. Un tout petit peu, ouais, c'est libre. En fait, moi j'ai découvert au cycle d'orientation, parce qu'en première du cycle, c'était notre prof de français qui profitait de certains temps morts pour nous faire de la lecture. Et puis il nous avait lu ce livre et ça m'avait donné envie de le lire. Puis après, je l'ai relu une année ou 2 plus tard. C'est peut-être ce livre qui a déclenché mon envie plus de lire. Parce qu'avant mes 14-15 ans, je lisais pas beaucoup à part. C'est un livre d'adolescence alors? Ouais, et puis ça m'a beaucoup marqué parce que c'est un livre très tendre sur l'enfance, les souvenirs d'enfance. Je trouve que c'est magnifique. Ouais. Alors là, les mots que tu utilises, je crois qu'ils sont les miens. Je pense que j'ai dû le lire à la même âge que toi aussi. Un magnifique livre. Et puis le suivant? Le suivant, c'est un double recueil de nouvelles, mais ça se suit plus ou moins. C'est de Roald Dahl. Il y en a un qui s'appelle Bizarre. R-O-H-A-L-D, D-A-H-L. C'est un auteur anglais d'origine norvégienne, qui est très connu pour ses livres d'enfants sur Charlie et la chocolaterie, tous ces livres, bons gros géants. Et là, c'est 2 recueils pour adultes. C'est des petites nouvelles très british, avec un humour décapant. Et chaque fois, une petite morale. Il y a des gens qui sont des fois pas très bien intentionnés. Puis à la fin, il y a une petite pirouette et on voit il y a le destin qui se retourne contre eux. C'est superbement bien écrit. Les personnages sont superbement bien dessinés. Et le 3e? Le 3e, c'est celui chronologiquement que j'ai lu il y a seulement 2 ou 3 ans, c'est de Romain Gary, Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. C'est un long titre comme ça, mais qui est inspiré de ce qui était marqué dans le métro à l'époque. Et ça parle un peu de la déchéance. C'est un homme d'affaires qui a la 60aine, qui est amoureux d'une jeune brésilienne. Et puis, c'est un sujet un peu tabou qu'il aborde, c'est sur la perte de virilité des hommes à l'andropause, parce qu'il a peur de ne plus pouvoir assurer au lit avec sa compagne. Et puis au-delà de ça, c'est une très belle histoire d'amour. Écrit de manière très poétique, comme écrivait toujours Romain Gary. Alors depuis quelque temps, j'ai l'habitude de prendre une définition du dictionnaire du diable de Ambroise Pierce, un truc assez cynique, etc. Et j'avais pensé utiliser le mot succès pour les raisons qu'on va voir tout à l'heure dans ton livre, mais finalement je me suis rabattu sur un autre, c'est se souvenir. Qui doit, je pense, te parler également, et la définition que nous propose Birce, c'est la suivante: souvenir, se rappeler avec des améliorations quelque chose de pas nécessairement connu. Ça te dit quoi cette Ouais, j'aime bien le concept avec des améliorations, parce que comme on dit, on a tous une mémoire sélective. Alors parfois les souvenirs ils sont enjolivés parce qu'on se souvient de quelque chose, et puis si c'est un souvenir amoureux, quelque chose, on a l'impression après que c'est comme dans une comédie romantique, puis peut-être que la réalité, si on la revivait, n'était pas la même, ou alors inversement, s'il y a des choses négatives ou une expérience où on n'a pas été brillant, on s'en souvient, puis peut-être notre cerveau élimine un peu ce qui était dérangeant. J'ai pensé à ce souvenir parce que j'ai vraiment apprécié ce livre. J'ai fait une petite chronique, on en parlera tout à l'heure. Le garçon qui ne prenait jamais de but, Joël Yenzer. J'ai envie d'abord de prendre un peu à rebours ce livre. C'est quoi les 3 gardiens, à l'exception de Ray Clemens, dont on parlera tout à l'heure, dont tu pourrais mettre la photo dessous ce livre en te disant, eh bien, ça aurait pu être lui, ce gardien qui ne prenait jamais de but? Ouais.
Alors, depuis que je suis le foot, là, depuis les années, à la fin des années 70, j'ai vu pas mal de bons gardiens. Alors, les trois que tu dois sortir comme ça. Mon Dieu, mon Dieu. Peut-être, bon, j'allais dire un de l'époque, c'est la même époque, c'était Sepp Maier, là, qui était gardien de l'équipe d'Allemagne. Champion du monde avec Beckenbauer. Voilà, qui vient de disparaître. Après, des gardiens qui peut-être qui ont marqué ceci, peut-être par rapport, pas qu'à leur performance sur le terrain, mais il y a de toute façon, je pense, Fabien Barthez, parce qu'avec cette équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 98, encore un champion du monde, lui, il avait une personnalité, puis il était un peu atypique parce qu'il était assez petit en taille. Hein. C'était pas un de ces gardiens qui font 2 mètres de haut. Et puis le troisième, mon Dieu, je pourrais mettre peut-être Yann Sommer, peut-être qui est un super gardien, puis qui est très populaire auprès des jeunes. Il fait une saison magnifique aujourd'hui avec l'Inter de Milan. Donc, on a compris que ce livre, c'est un peu dans le champ du football, mais pas exclusivement. J'appelle ça dans le champ du football et de la littérature. Je conseille ça, je dirais, à tous les amateurs de foot et à tous les amateurs des lettres, on va dire. Ils ne vont pas être déçus ni les uns ni les autres, pour des raisons tout à fait différentes. Alors, j'ai envie de te demander comme première question relative à ce bouquin, c'est quoi ton tout premier souvenir de foot? Ben, je pense que les premiers souvenirs que j'ai, ça devait être dans les années 77-78, j'avais 9-10 ans. Je me rappelle que mon père regardait la Coupe d'Europe le soir, puis j'avais dû voir un match entre Grasshopper Zurich, et qui devait jouer peut-être contre Bastia, un match comme ça. Je crois que je l'ai vu, Ponte. Ouais, je pense que c'était cette époque-là. Et puis après, mon premier grand souvenir, c'est la Coupe du Monde 78 en Argentine, où là j'étais vraiment fan des Pays-Bas, et spécialement de Johnny Rep, qui après jouait à Saint-Étienne. Voilà, qui jouait à Bastia. Et ça, c'est un peu mes premiers souvenirs. Puis je me rappelle que j'avais manqué la finale parce que j'étais en vacances chez un oncle et une tante. Et puis pendant la finale, on était sortis, puis ça m'avait vraiment embêté, quoi. Et puis, comment avoir osé poser en remplaçant Ray Clemens dans ce livre? Parce que, naturellement, sans spoiler le livre, on peut dire au lecteur que c'est donc durant un match de football, mais Ray Clemens, qui était titulaire de Liverpool, ce jour-là, il est remplaçant. Comment déjà avoir osé mettre cet emblème sur le banc? Je me suis permis, c'était parce que dans mon histoire, c'est un gardien donc, qui n'existe pas, puis qui a un super pouvoir un peu magique. Et l'entraîneur de Liverpool voulait à l'époque le tester. Donc j'ai inventé, en regardant le vrai calendrier des matchs, j'ai inventé un match amical entre le Liverpool de 1977 et puis la sélection de Catalogne qui a vraiment existé, dans laquelle Johan Cruyff a joué quelques fois avec Niskens aussi, je pense, qui jouait au Barcelone. Et puis je me suis dit, on pouvait le mettre sur le banc parce que comme c'était un pur match amical d'entraînement, c'était pour voir ce que ce gardien avait dans le ventre. C'est pour ça qu'il a mis Clemens sur la banquette. Et puis comment a germé cette idée de faire coller le football et la littérature? En fait, d'abord le scénario, l'idée de base qui a conduit à ce bouquin. Je pense que l'idée, c'est que peut-être qu'une fois en promenant mon chien, je ne sais pas pourquoi je pensais au sport, et puis je me disais, tiens, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais je me suis dit, si on était un gardien de but et qu'on a le pouvoir d'arrêter toutes les balles, alors je disais, d'un côté, ça peut être fantastique, parce qu'on est invincible et on devient super connu, puis d'un autre côté, il n'y a plus vraiment d'enjeu, parce que si on sait qu'on gagne toujours, il n'y a pas l'excitation quand on se lance dans un projet, quel qu'il soit, de dire peut-être que ça va réussir, peut-être pas, puis ça peut devenir lassant. Puis je me suis dit, qu'est-ce que le gars qui aurait cette faculté, comment il gérerait ça finalement? Puis comment tu décrirais le pitch de ce livre au lecteur pour appâter le lecteur à telle façon qu'il vienne lire ce petit livre? Voilà. Alors je dirais que c'est un livre, c'est l'histoire d'un jeune gardien qui est complètement inconnu, mais qui a une faculté avec son cerveau de dévier le ballon, comme certains bons arrivent à faire. On dit qu'ils peuvent soulever des verres avec la force de la pensée et tout. Et puis, alors au début, tout se passe bien, puis ensuite il y a quelque chose dans le petit rouage qui ne va pas aller pour qu'évidemment il y ait une tension dramatique. Non, c'est mieux de ne pas spoiler, comme on dit en bon français.
Et puis, mais je pense aussi que c'est un livre qui n'est pas facile à vendre aux non-amateurs de football. Parce que déjà, les articles que j'ai eus, notamment dans le temps où j'ai eu une superbe critique, on m'a mis ça en sport. Alors qu'en fait, je pense que c'est quand même un livre qui peut plaire à plein de gens qui ne connaissent pas le football, parce que j'aurais pu faire la même chose avec du baseball, dont on ne connaît pas les règles ici. Parce que je pense que l'intérêt principal, ce n'est pas l'aspect sportif, c'est vraiment l'aspect de comment cette personne gère son don, et puis aussi un parcours de vie sur sa vie privée, les relations. Alors, avec naturellement, je t'ai invité parce que je suis un grand fan de foot, comme toi, un amateur, etc. Mais alors, comme je suis aussi un amateur des lettres, je vous dis franchement, à vous qui connaissez rien au football, allez-y. Donc, je le dis vraiment. On peut le lire aussi, même si on ne connaît pas du tout. Absolument. Et puis je dirais que parce que ça fait combien de pages? Ça fait 115 pages. Je veux dire, la chute est à la hauteur du livre. Elle est vraiment, elle est sympathique. J'ai envie de dire que elle a cette douceur mélancolique qui peut faire de grands bouquins. Et puis naturellement, tu es journaliste, on ne va pas dire que les gens qui aiment le français vont s'écarter de ta plume non plus. Donc je crois que là, tu as tout à fait réussi. J'ai noté comme question, parce que dans le livre, on s'aperçoit que tu es aussi, on va parler un peu de Liverpool après, mais tu es aussi un fan de Johan Cruyff, qui a été très très longtemps mon idole. Et avant toi, puis je suis un tout petit peu plus âgé, j'ai pleuré en 1974 à la fin de cette finale-là. Et il y a un moment donné, dans le livre, parce que je l'ai refeuilleté hier, dans le livre, il y a ce passage en disant pourquoi toi, Johan, tu n'as pas été marqué 3 buts en 1974 au lieu de se moquer de moi aujourd'hui, et moi, petit gardien inconnu, tu vas me planter 3 buts. Moi, la finale, là, comme j'étais trop jeune, je ne l'avais pas vu en direct, mais j'ai revu bien sûr des images. Puis je me souviens qu'au début du match, il prend le ballon, il traverse le terrain, puis il se fait faucher, puis il y a directement penalty. On voit déjà, c'est un peu comme Maradona qui est capable de traverser tout le terrain. Et puis, en fait, c'était déjà quoi la question Non, mais les 3 buts, les 3 buts de Cruyff. Oui, parce que je pense que dans cette finale là, contre l'Allemagne, c'est aussi parce que l'Allemagne a été très forte. Je crois qu'il n'a pas pu marquer d'autres buts, puis il a été muselé. Moi, je me souviens qu'il y avait l'ancien entraîneur de la Belgique, là, Raymond Goethals, qui était l'entraîneur de Marseille. En 77, ils avaient joué contre les Pays-Bas, je crois, pour se qualifier pour l'Argentine. Et puis, on lui a dit comment vous avez fait pour neutraliser Johan Cruyff. Il a dit j'ai mis 4 défenseurs dessus, comme ça on a plus ou moins, c'est-à-dire la qualité du joueur. Alors on s'aperçoit aussi dans ce livre que tu aimes le football, mais dans le football, ce qui te botte le plus, j'ai envie de dire, c'est l'Angleterre, et c'est probablement Liverpool. Tu as eu ces premiers souvenirs du championnat anglais et des qualités Moi, je me rappelle que quand on jouait dans la cour d'école à Martigny, tout le monde voulait être Kevin Keegan, parce que quand on avait 8-10 ans, c'est à l'époque où Liverpool a gagné ses 3 Coupes d'Europe, les 3 premières Coupes des Champions, c'est à l'époque où se passe mon livre, à part que Keegan n'est pas dans mon livre, parce que c'est l'année où il est parti en Hambourg. En Allemagne, ouais. Voilà, puis mon personnage, lui, son rêve, c'était de jouer dans la même équipe que Kevin Keegan, donc ça m'avait déjà marqué, parce qu'il y avait un côté un peu romantique dans ce football. C'était un peu comme George Best, comme ces joueurs qui avaient des cheveux longs, c'est les années 70, un peu l'insouciance, un peu le côté rock'n'roll, où ils fumaient des clopes, j'ai l'impression que le foot c'était moins du business, même s'il y avait déjà de l'argent, mais c'était moins que maintenant où les footballeurs sont surprotégés, puis c'est des gars avec leur casque et leur console, et puis moi j'ai l'impression qu'il y avait... J'ai vu ça jusqu'à Michel Platini, un peu les joueurs, j'ai l'impression qu'ils étaient plus intelligents que ceux de maintenant, ils savaient parler, il y avait quelque chose. Et mes premiers souvenirs, c'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les seuls souvenirs que j'ai pu me faire avec le foot anglais, c'était les finales de la Coupe qui étaient diffusées sur la télé romande avec Jean-Jacques Tillman et Max Marquis. C'était un peu tout ce qu'on voyait du foot anglais, à part quand ils jouaient en Coupe d'Europe, puis qu'il y avait de temps en temps des matchs, parce qu'il n'y avait pas toutes ces chaînes où on pouvait suivre le championnat, donc on en voyait très peu finalement. Personnellement, dans ma famille, on a eu notre premier télé en 1966. Il y a eu cette fameuse finale connue à tous les amateurs de foot. Il y a eu ce but litigieux. Aujourd'hui,
on sent qu'il aurait été refusé, Ouais, probablement, c'est ce qui se dit, ouais. et par un arbitre suisse. C'était des télés en noir blanc, cette fameuse finale Angleterre-Allemagne, 4-2, avec Bobby Moore qui vient également de... C'était Bobby Moore contre Franz Beckenbauer, déjà je crois. Et Charlton, voilà, Bobby Charlton, Hughes, Hunt et compagnie. L'écriture, tes premières impulsions qui ont fait que tu t'es dit tiens, je vais commencer à écrire en dehors de la plume journalistique. Bah moi, depuis que je suis adolescent, j'ai beaucoup écrit ou coécrit avec des copains des petits sketchs. On faisait des sketchs et des fois on faisait des petites imitations et puis on les enregistrait sur des cassettes, donc les vieilles cassettes. Dans le champ comique, donc. Voilà, beaucoup dans les trucs comiques. Ensuite, j'ai fait 1 ou 2 courts-métrages, notamment avec la participation de Canal 9, où il y avait l'État du Valais qui donnait des budgets, des petits sponsors, puis on bricolait des petits films comme ça. Puis moi, je voulais toujours devenir scénariste, mais bon, c'est vraiment pas facile surtout en Suisse, à suivre une filière comme ça. Puis ensuite, je me suis dirigé donc vers le journalisme, qui est un domaine un peu parallèle, qui est aussi de l'écriture, même si c'est pas fictionnel. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, comme je me suis retrouvé en séjour à Paris quand j'avais à peu près 24-25 ans, puis je me suis dit, comme j'avais du temps, je me suis dit, bah, tiens, je vais écrire un roman, quoi, comme ça ne demande qu'un stylo et un carnet finalement. Puis c'est là que je me suis vraiment mis à écrire un livre qui est resté longtemps dans les placards, qui s'appelle Enflammé, qui est un polar inspiré de l'affaire du Temple solaire. C'était le premier livre que j'ai publié en 2017. Ah d'accord. Dans ce livre de Leila Slimani, c'est sur l'écriture, et elle dit, entre le dehors et le dedans, de rester en quelque sorte cloisonné, c'est une garantie pour elle, entre les lignes, on lit ça, une garantie d'être complètement immergé dans son activité, et puis d'être en quelque sorte performante. Toi, tu t'inscris aussi dans ce champ-là, tu as besoin d'être dans un milieu clos ou... Moi, pas vraiment, parce que je me suis rendu compte, quand j'étais à Paris, souvent j'allais écrire dans les bistrots ou dans les fast-food, parce que c'était moins cher, qu'on n'avait pas forcément à renouveler la consommation chaque heure. Et puis il y avait un brouhaha tout autour, mais j'arrivais bien à m'isoler. J'écrivais sur mon cahier, parce que je n'avais pas d'ordinateur dans les années 90. Là. Et puis, mais c'est vrai qu'après... Moi, j'ai de la peine à écrire, j'allais dire sur commande, à dire tous les jours, à telle heure j'écris, parce que des fois, on n'est pas dans le mood, on n'est pas d'humeur à ça, ou on n'a pas trop d'inspiration. Donc, moi c'est rare aussi que j'ai l'angoisse de la page blanche, parce que chaque fois que j'ouvre mon ordi pour écrire un bout d'un livre... tu feras un autre métier si tu l'avais. Oui, exactement, parce que surtout quand on est journaliste, des fois, on n'a pas le temps de tergiverser pour trouver un titre, il faut y aller, des fois, quand il y a des délais très courts. Mais souvent, j'ai réfléchi beaucoup en amont, où j'ai des idées, puis quand je décide d'écrire un moment, je sais ce que je vais écrire. On dit dans ce milieu-là qu'il y a les jardiniers, les architectes, ceux qui prévoient vraiment le canevas et l'ordre, et puis les autres qui se laissent inspirer et qui retrouvent en quelque sorte l'ordre par le hasard de la plume. Tu t'inscrirais dans quelle catégorie? Moi, je pense que je serais plus architecte, parce que j'aime bien avoir un plan, mais un plan global, pas un plan détaillé. Mais j'aime bien, avant de commencer un livre, surtout si c'est une histoire policière. Mais par exemple, pour un petit livre comme celui-ci, est-ce qu'il y a un plan ou bien tu vois la fin, le début, puis tu dis je vais me laisser aller? Pour un petit livre comme ça, je savais que la première mi-temps serait... Parce que c'est comme que le livre, il est aussi redonné par minutes, c'est les minutes d'un match, on dirait qu'on vit dans la peau du gardien. Donc je savais qu'en première mi-temps, il se passerait ça, qu'il y aurait un changement ensuite, et puis je savais comment ça se finirait. Puis ensuite, j'ai rempli un peu les minutes, quoi, en essayant de... Il y a beaucoup de souvenirs. On peut comprendre ceux qui disent oui, c'est surtout pour les footballeurs, parce qu'effectivement, on est dans la peau d'un spectateur, d'un omniscient spectateur qui voit ça et qui s'aperçoit que voilà ce qui peut se passer pendant un match, etc. Mais à nouveau, je pense que c'est caricaturer le livre que de dire que c'est que sur le football, même si c'est que sur un match, parce qu'en réalité, on voit aussi une relation assez spécifique entre paternel, même si c'est pas paternel, et puis oui, c'est des générations qui se rencontrent dans cet espace football. Je peux dire ça un peu. Oui, parce que c'est beaucoup une histoire de la jeunesse de ce garçon qui n'a pas été très heureux, qui se pose des questions, et puis qui finalement doit un peu choisir entre la gloire
au risque, comme quand on vend son âme au diable, de payer l'addition au bout, ou bien de vivre une vie peut-être plus simple, mais plus enrichissante et presque plus honnête quelque part. Et puis il commence à se poser des questions, puis c'est ça surtout, je pense, l'intérêt du livre, c'est le parcours humain du personnage, plus que les performances footballistiques. Bon, il y a des descriptions d'action, mais ce n'est pas l'essentiel c'est vraiment du livre. Et puis, le travail de réécriture, après avoir fait, est-ce que tu considères être important ou tu es plutôt dans le premier jet et tu te dis je suis assez bon de par ma technique journalistique, etc., pour écrire ça sans avoir à trop corriger? Alors, moi en principe, concernant le fond, c'est rare que je corrige quelque chose parce que, comme je disais, quand j'avance dans mon histoire, je sais où je vais, puis tout ce quoi, à moins que je vois que je suis coincé, puis que ça joue pas, ou d'avoir une super idée que j'avais pas eue, je change. Mais c'est surtout sur la forme, sur ce livre. J'ai beaucoup retravaillé la forme quand je l'ai eu fini. Je pense que j'ai dû passer une 50aine d'heures. J'ai dit, je corrige ça, après je corrige ça, après, puis j'ai relu. Là, j'ai été très très pointilleux. Puis là, je pense que j'ai plus passé de temps sur la forme de ce livre que sur le fond. Et puis le lâcher-prise à la fin, on finit ce bouquin. Ça se passe comment ce lâcher-prise? Parce qu'il ne t'appartient plus. Hein. Oui, aujourd'hui, la lecture que je peux en faire moi avec mes souvenirs de footeux, c'est probablement pas du tout la même que quelqu'un d'autre, etc. Alors comment tu vis ça? Après, je me dis qu'une fois que le livre est dans la nature, dans les librairies, les gens, justement, c'est ça l'intérêt aussi d'un livre, c'est que les gens en retirent ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ressentent. Et puis, moi j'ai fait une histoire, puis des fois on me pose la question, oui, mais est-ce que c'est ça que tu as voulu dire? C'est pas forcément ça, mais il y a aussi l'interprétation de la personne qui lit. Je me suis dit, comme tu aimes vraiment quand même le football, on s'aperçoit ça, c'est quoi ton émotion la plus marquée au niveau joie et puis au niveau tristesse ou déception des événements que tu as réellement vécu dans le champ du football? Moi, le match qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus marqué, c'est un match que j'ai vu quand j'avais 14 ans. C'était ce fameux match de Séville, la France-Allemagne. Ce match qui a vraiment toute la dramaturgie, où il y a tout. Trésor. Il y a Batiston qui se fait casser les dents. Schumacher. Et ce qui est marrant, c'est que Thierry Roland avait dit que c'était aussi le match le plus marquant qu'il avait vu de toute sa vie. Puis à cette époque-là, plus que maintenant, moi je me rappelle que j'étais vraiment pour l'équipe de France à cette époque. J'aimais beaucoup Michel Platini, je trouvais que un joueur magnifique. Puis ce film, un lapsus, je dis ce film, parce que c'était comme un film. C'était comme si ça avait été scénarisé. Puis à la fin, ils gagnent 3-1, puis ils se font remonter 3-3. C'est un des matchs mythiques qui a existé dans le jeu. Et puis, donc là, tu l'as vécu en tristesse, parce que tu étais de l'autre côté. Alors. Voilà. Mais c'était aussi en même temps une joie parce que le match était tellement incroyable que je me rappelle que j'étais seul là chez moi dans mon salon. À l'époque, on avait encore des plus petites télés carrées, c'était pas les télés à écran plat énormes qu'on avait, mais j'étais figé, puis c'est comme si ça, le temps qui s'arrête. Quand j'ai écrit cette petite chronique qu'on peut retrouver à l'index, si on voit, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi ta plus grande émotion? Et je voyais ce match que j'ai vu tout seul, mais dans les 5 dernières minutes, il y a ma fille Jade qui m'a rejoint. C'était cette fameuse remontada, c'est assez récent, assez récent de Barcelone contre le PSG, le dernier but de Roberto, c'est hurlement, puisque nous sommes catalans, catalans, donc on était du côté du FC Barcelone. Mais c'est vrai, je pense que ceux qui aiment le sport, tous sports confondus, vont se dire, il me crée de l'émotion, et moi, qu'est-ce que j'ai à me souvenir de ce qui m'a marqué dans le monde. C'est un des mérites, je pense, de ce livre, non? Oui, j'espère que ça rappelle des choses aux amateurs de sport. Alors après, l'époque à laquelle ça se dispute, là, en 1977, bien sûr que des plus jeunes lecteurs n'ont pas connu ça, mais pour eux, c'est peut-être aussi une manière de redécouvrir peut-être le football de manière plus champêtre, plus entre guillemets folklorique, comme il était dans les années 70, même si c'était déjà très professionnalisé, mais c'est aussi ce côté un peu entre guillemets vintage que j'ai vu. Mais aujourd'hui, alors c'est quoi ton regard? Tu suis toujours les compétitions de foot? Je suis, mais je regarde moins parce qu'il y a de plus en plus de matchs. Trop de matchs. Et puis avec cette Ligue des Champions, puis maintenant ils veulent faire cette ligue encore à part pour faire une sorte de championnat entre les grands clubs. Je trouve que c'est très mercantile et tout. Puis je trouve que
Ouais, je trouve que j'ai moins d'émotions, mais je regarde la finale de la Coupe d'Europe, à partir des huitièmes de finale, je regarde souvent les matchs. Mais tu suis pas pendant Ouais, toute la saison. j'aime moins, mais par contre, je suis toujours les Euros ou les Coupes du Monde, ça j'aime toujours. Le Qatar, par exemple, tu as oui, suivi. oui, j'ai regardé, puis j'ai trouvé que la finale était assez exceptionnelle. Donc, Indépendamment des l'émotion. Oui, là, il y a aussi l'émotion. Ouais. Avec et puis alors, le journalisme, je pose souvent cette question, à 12-14 ans, c'était quoi ton ambition par rapport à ta carrière professionnelle? Moi, parce que j'ai souvent la certitude, on va dire maintenant, que ça se joue des fois dans l'enfance, ce que l'on devient sur notre route. Mais moi, je pense que j'ai été très marqué dans mon enfance par la télé, parce qu'il y a une série qui s'appelle Dream On, des années 90 de HBO, où c'est sur le générique, il y a un petit enfant qui est seul devant la télé parce que ses parents sont toujours loin, c'est pas le cas chez moi. Puis on voit qu'il grandit et il est adolescent. Puis après, dans cette série, c'est un libraire new-yorkais. Chaque fois qu'il a une émotion, il y a un vieux montage, ils mettent une image d'un film, par exemple, il drague une nana, puis il se fait planter, puis on voit un avion en noir et blanc qui s'écrase, puis c'est un film des années 40, comme ça, puis il a été marqué par ça. Et moi, j'ai été très, très marqué par toutes ces séries télévisées, puis c'est à l'époque où, quand j'ai eu 10 ans, il y a la télé française qui arrivait chez nous. Donc avant, on avait ces trois chaînes, les trois chaînes suisses, qui étaient quand même très plan-plan. Après, on avait la télé couleur avec toutes ces chaînes, Dan Zapette et tout, puis j'ai regardé plein de séries, comme Amicalement Vôtre, ou toutes ces choses, et puis ça m'a énormément... Columbo, je suis vraiment un immense fan de Columbo, ces trucs. Et après, ça m'a donné envie, avec le cinéma aussi, de fiction, vraiment, que j'étais très marqué. Côté écriture. Voilà. Puis moi, idéalement, j'aurais peut-être aimé être scénariste ou comme ça. Je pense que c'est ça que je voulais faire quand j'avais 15-16 ans. Voilà. Et puis ensuite, on sait qu'il y a beaucoup de rubriques dans le journalisme, etc. Avec tout ce que tu nous dis aujourd'hui, on se dira, mais pourquoi il n'a pas été journaliste sportif? Enfin bon, peu importe. Comment tu écris pas mal de chroniques, aujourd'hui on peut dire ça aussi. Ouais. C'est quoi on va dire ton activité de tous les jours, on va dire, dans ce métier de journaliste qui a beaucoup de facettes. Hein. Oui. Alors maintenant, moi j'ai été pendant une quinzaine d'années à la rubrique culture, nouvelliste, donc tout ça, j'ai encore la chance de vivre un peu la dernière époque un peu dorée où on allait à Genève rencontrer des vedettes, surtout francophones. Les sujets, tu les amenais, ou bien ils étaient proposés par le rédacteur en chef, ou bien l'actualité? Souvent, quand j'étais à la culture, souvent on recevait des propositions, beaucoup des maisons de cinéma, des maisons de disques qui disaient c'est comme quand tu dois faire la chronique d'un livre. Ouais. Tu reçois beaucoup de livres. Voilà, tu reçois, puis tu sais pas comment tu les choisis. J'ai interviewé pas mal d'auteurs, même des grands auteurs, comme Philippe Solers, des gens comme ça. Donc, puis là, c'est des entretiens face à face d'1 heure. Donc, tu as intérêt à avoir lu le livre comme il faut. Alors, lequel de livre de Solers tu nous recommanderais? Oh mon Dieu, moi je ne suis pas un grand lecteur de Solers, mais... Moi non plus, parce que le seul livre que j'ai lu de lui, c'était celui que j'ai dû lire pour l'interview. Je ne me souviens plus du titre, mais je sais que c'était sur la vie de Mozart, sur la vie sentimentale de Mozart. Puis c'était vachement bien fait, parce qu'on apprenait plein de choses sur lui. Mais alors, donc, pendant ces 15 ans, c'était mon activité. Puis actuellement, je suis de nouveau dans la région de Martigny. Et puis je fais un peu... je fais pas plus de local, alors. Voilà, puis de local un peu sur tout ce qui est les sorties du week-end, que faire le week-end, sur les théâtres amateurs, les choses de la culture un peu non professionnelle, quoi. Les spectacles amateurs, des choses comme ça, des portraits d'artisans, des choses comme ça. Donc tu vas voir quand même pas mal les gens. Oui, on rencontre pas mal de gens. C'est un aspect du métier j'ai toujours bien aimé rencontrer des gens, et puis soit faire des portraits, soit faire des interviews et tout. Parce qu'il y a toujours la difficulté à la suite, parce qu'un article c'est toujours subjectif, même si c'est censé sur le papier être objectif, entre guillemets. Après, il faut essayer de respecter ce que nous ont dit les gens, leur personnalité, tout ça, puis je trouve ça très, très intéressant de sentir à qui on a affaire, quoi, aussi à lire entre les lignes. Là, tu as survolé un peu ton regard sur l'évolution, on va dire, du monde du foot, mais depuis le temps où tu es journaliste, c'est quoi ton regard sur cette évolution du journalisme avant et après les réseaux sociaux? Voilà, ben moi, comme je suis encore issu d'un peu de la vieille génération, j'étais très habitué déjà en tant que lecteur à lire les journaux au papier. Moi, j'ai toujours aimé ça, donc encore maintenant. Ça va disparaître. Ouais, ça risque bien, hein, de plus en plus.
d'ici 5-10 ans, le papier coûte de plus en plus cher, les abonnés, il y en a de moins en moins parce que c'est plutôt les gens plus âgés qui disparaissent peu à peu, et puis leurs enfants, ils se rappellent pas forcément. Je t'interromps parce que de temps en temps, Franck Ira, c'est vraiment moi j'aime beaucoup, hein. Caroline Fourest, et puis Tristan Bannon, qui écrit un truc, Rocco et ses enfants, vous pouvez deviner que ça a à faire avec Depardieu, et puis la façon dont le traitement de l'information. Alors là, par exemple, là-dedans, voilà, je pourrais te surgir là-dessus. Ce qu'elle dit, elle dit, voilà, le 7 janvier, il y a Anouchka Delon qui vient en une de TF1. Elle dit, mais c'est quand même incroyable parce que ce 7 janvier, on aurait pu parler de Charlie Hebdo, on aurait pas parlé de l'Ukraine, etc., d'Israël en ouverture. Et il y a une sorte de culture on peut dire du n'importe quoi au niveau information, parce que ça va distraire plus les gens de parler d'Anouchka Delon et la peut-être succession de Alain Delon. C'est quoi ton regard par rapport à ça? C'est-à-dire que finalement on essaye de capter le téléspectateur par les paroles de cette demoiselle qui vit certainement quelque chose de très difficile, mais on se dit que ça n'a rien à voir avec ce que peuvent vivre peut-être ces gens en Ukraine ou à Gaza, et que donc c'est une responsabilité du journaliste de porter à la une en quelque sorte quelque chose qui en vaut la peine. Mais en fait, maintenant, je pense aussi, c'est un peu comme tu dis, on essaie aussi de distraire les gens dans tous les sens du terme, peut-être les distraire des vrais dossiers embêtants, mais aussi de distraire dans le sens de distraction. Puis les gens aiment les trucs people, ils aiment zapper, ils aiment ça. Puis je pense qu'aussi les chaînes, malheureusement, regardent aussi un peu ce qui leur fait de l'audimat, que ce soit les journaux. Puis je pense que c'est mais je pense que ça date pas, parce qu'à l'époque, il y avait déjà Isabelle Adjani qui avait dû aller se justifier au journal de 20h un dimanche soir, comme quoi elle n'avait pas le sida. Donc, je me rappelle. Il y a quand même... Alors, évidemment, avec les réseaux sociaux, ça amplifie. Alors, c'est ce qu'elle dit. Elle dit c'est la victoire du mécanisme pathétique des réseaux sociaux sur nos esprits. Oui, mais je crois que c'est assez... Moi, je suis assez d'accord avec cette analyse. Est-ce que c'est inéluctable? Est-ce que c'est irréparable? Est-ce que notre chemin, il est hors de ce genre de journaux, du papier? Alors, je ne sais pas si après, si la réflexion. C'est peut-être cyclique, peut-être que c'est comme dans toutes les sociétés. Hein. Les Romains, ils ont poussé tout ça, puis ensuite ils se sont effondrés parce qu'à force de faire trop d'excès, peut-être qu'un jour ça va tourner, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue, ou je sais pas quoi, on aura fait le tour du truc, puis on va se dire c'est de plus en plus n'importe quoi. Puis des fois, les gens auront peut-être envie de revenir à des choses plus basiques, plus... Les derniers mots qu'elle utilise, c'est trop peu distrayante. L'actualité trop peu distrayante, ça colle plus, on n'arrive plus à vendre, on n'arrive plus à vendre des pubs, etc. etc. Ouais, justement, mais ça fait peur. Hein. Oui, parce qu'est-ce que l'actualité doit être distrayante? Je pense pas, parce qu'il y a plein d'émissions de télé-réalité, il y a plein de films, de téléfilms de musique, pour la distraction. Je ne pense pas que c'est le rôle de l'information de distraire les gens. Et ton métier à toi, en tant que personne, journaliste professionnel, est-ce que tu vois un changement à cause de ça? Est-ce que dans ta façon d'aborder ou la façon d'écrire même, il y a une modification? En tout cas, je ne crois pas que dans Nouvelliste on change par rapport à ça. Il y a peut-être la manière d'écrire, c'était plus technique, c'est par rapport à l'Internet. On doit écrire de manière un peu, trouver des titres qui sont entre guillemets googlisables pour qu'on puisse... Donc on doit faire attention à ce genre de choses, parce que les titres ne sont pas les mêmes sur le web que dans le journal en papier. Et moi je trouve, en tout cas dans le journal où je suis, on ne demande pas de... Je crois pas qu'il n'y a pas trop de peopleisation comme ça. Et puis par rapport à la liberté d'expression de manière générale, est-ce que tu sens dans ton activité une réduction? Tu devrais faire plus attention aux mots que tu choisis? Ou bien tu penses que cette liberté-là, elle est comparable à celle qui existait au moment où tu as écrit ton premier article? Ouais, ça c'est... Bon, maintenant, il y a beaucoup de gens, hein. Bon, il y a l'écriture inclusive, il y a toutes ces choses, toutes les minorités qui parlent fort, et puis il y a peut-être une grande majorité qui ne sont pas forcément d'accord, mais qui n'osent rien dire. Donc, moi, je ne suis pas confronté à ça directement, mais je remarque qu'effectivement, on peut plus écrire certaines choses, où il faut choisir des termes, où il faut mettre les choses au féminin, il faut dire les spectatrices et spectateurs, parce que si on met seulement spectateurs génériques, comme ça, on va dire ouais, mais c'est sexiste. Mais moi, je ne remarque pas ça sur le travail que je dois effectuer, mais je remarque ça dans la presse en général, quoi. Il y avait une période, on va dire une autre période, où le journaliste
journalisme, le métier de journaliste, etc., il était considéré comme sexy. Et peut-être qu'aujourd'hui, il ne l'est pas. C'est quoi Est-ce que tu conseillerais à un jeune de le faire? Et si oui, ce serait quoi le chemin le plus approprié aujourd'hui à quelqu'un de 20 ans, avec ton expérience? Tu lui dirais comment trouver son parcours? Je pense que peut-être pour des jeunes, surtout s'ils sont un peu geeks et qui maîtrisent bien la technique, même si c'est pas forcément original, parce que beaucoup de gens le font, mais c'est peut-être d'essayer de faire un média soi-même, quoi, soit de créer une chaîne YouTube ou un site internet, un blog, quelque chose comme ça. Puis là, ils peuvent faire parler leur sensibilité, puis et surtout que les journaux ont tendance à disparaître les uns après les autres, on voit l'hebdo, donc ouais, c'est pas une. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, hein, parce qu'il y a beaucoup de licenciements chez Tamedia, chez tout ça, donc il y a de plus en plus de monde sur le marché. Alors je sais pas que je veux décourager les jeunes à faire ce métier, parce que c'est un super métier, mais c'est difficile. Est-ce que le journaliste, il est devenu trop communicant? Ouais, peut-être aussi, je pense. Peut-être qu'il y a moins une presse d'opinion. On est peut-être plus, on est censé être plus neutre. Et ouais, moi je trouve un peu quand même. Bon, dans ces écoles de journalistes, dans votre métier, les règles d'anthologie du fait objectif, etc. Mais on se rend bien compte avec l'expérience que le fait objectif, il est pas inexistant, voilà, mais assez rare. Parce que même le fait de choisir de poser une information ou pas, c'est déjà un acte, subjectif. Alors je dis souvent, on ne peut pas dire tout est opinion, mais d'un certain côté, quand si on voit un accident maintenant sur l'avenue de la Gare, nous deux, on aura une appréciation qui est différente en l'ayant vu et en écrivant dans l'heure qui suit un papier qui sera différent si c'est Joël Yenzer qui le signe ou moi-même ou un autre. Oui, tout à fait. Et puis, comme il y a aussi une part même des fois inconsciente, parce que si on rencontre quelqu'un, on a de la sympathie pour cette personne, même si on ne le fait pas exprès, peut-être qu'on va faire un article mieux que si c'est quelqu'un qu'on a détesté, même si on n'est pas censé le faire ouvertement, mais peut-être c'est peut-être même inconscient. Donc c'est vrai que l'objectivité, à mon avis, c'est vrai que ça n'existe pas. Je ne sais pas si c'est Canteloup, un de ces comiques qui a des propos très sarcasmique, ou je ne sais pas comment on dit, qui dit « je préfère ne pas rencontrer les hommes politiques, etc. » Parce que dès l'instant où je les rencontre, je sens que je suis moins bon, je sens que je suis moins vipère dans mes mots ou dans ma façon de les poser. Et donc, je m'exclus de voir même leur dire bonjour et j'essaye de passer à travers les couloirs sans les voir. Nous, on ne peut pas faire ça en tant que journaliste, vu qu'on est censé croiser ces gens pour les interviewer. On peut difficilement les éviter, mais je comprends. Après, il y a des gens comme Laurent Gérard, ça n'empêche pas d'être un peu l'ongle du vipère, mais parfois, il y a même des invités politiques sur les chaînes de radio qui sont présents quand il fait la chronique. Puis je trouve qu'il ose quand même envoyer quand même des... Alors, j'essaye de prendre un point d'actualité. Dans ton métier, aujourd'hui, il y a eu cette décision qui a été prise par la RTS de suspendre provisoirement, semble-t-il, les films de Gérard Depardieu. Comment tu approches cette décision Moi, je suis vraiment pas pour, parce que je trouve que c'est pas à une chaîne de télévision de décider pour les gens s'ils doivent voir un film ou pas. Déjà, on a le choix de ne pas regarder Depardieu, sinon... Et puis en plus de ça, c'est pas mon argument, mais j'ai aussi entendu dire, mais je suis assez d'accord, un film, là c'est pas comme si c'est une chanson de Depardieu. Depardieu, souvent il est dans un film où il y a plein d'autres acteurs, il y a un réalisateur, il y a des films qui sont des chefs-d'œuvre, et puis je vois pas pourquoi ne pas montrer un film comme Cyrano. Après peut-être je comprends que maintenant on va pas diffuser les valseuses sur une grande chaîne à cause du propos, puis peut-être du rapport avec ce qu'il a pu commettre, quoi. Après, voilà, mais je ne suis pas comme Macron à défendre Depardieu. S'il a commis ces choses-là, c'est normal qu'après il soit attaqué. Donc, tout ça. Distinction œuvre-homme, on est d'accord pour dire que ce n'est pas parce qu'on est le meilleur acteur de son temps, s'il l'était, qu'on doit être exclu du champ légal. Ben non, bien sûr que non, mais effectivement, parce qu'il y a quelqu'un qui disait aussi, si on part comme ça, on doit interdire les films de Charlie Chaplin, parce qu'avec certaines actrices, il était très entreprenant, Hitchcock qui maltraitait ses actrices ou qui les harcelait, on ne doit plus voir ses films, on ne doit plus lire Céline, enfin c'est toujours le même débat qui tourne un peu en rond. J'ai l'impression que ces médias comme la télé,
ils sont très populistes, quoi. Ils suivent un peu l'opinion, comme s'ils ne voulaient pas froisser les gens. Ils disent ah, les gens sont heurtés par Dieu, donc on met plus ces films. Mais je trouve que c'est un peu contre-productif. Mais j'ai envie de dire tous les médias, même si c'est un média financé publiquement, tous les médias, ils ont le choix des invités. Oui. Il y a des gens que l'on n'invite pas parce qu'on pense qu'ils sont trop clivants, etc., etc. Il y en a d'autres. Donc, moi, je pourrais répondre que c'est un choix, entre guillemets, rédactionnel à ce moment-là, compte tenu de la sensibilité, je vais dire, moyenne des gens, et que c'est finalement un droit qu'ils ont aussi d'avoir, pendant cette période, limité l'accès, parce que ça pourrait troubler l'auditeur moyen. Oui, c'est aussi défendable, justifiable. Hein. Je ne trouve pas que c'est scandaleux qu'ils interdisent les films de Depardieu, mais je vois pas trop le but, à part de suivre un peu une opinion pour pas froisser les gens. On est dans une période comme ça maintenant où on doit faire attention à tout. Il ne faut plus dire ça parce que ça va froisser telle communauté, les minorités là, il ne faut pas les... Mais ces moments qu'on a tous vus, en tout cas partiellement, filmés par Yann Moix de Depardieu en Corée du Nord, tu arrives à te remémorer la réaction qui fut la tienne quand tu as été confronté à ça, moi, je veux dire, dans le réel de la télévision. Alors moi, j'ai pas vu ces images parce que je voulais mettre en replay, mais c'était trop tard, ce complément d'enquête, ou je ne sais plus ce que c'était comme émission. Ça, c'est la grande émission, mais il y a eu après sur les réseaux sociaux des passages. J'ai pas retombé sur j'ai vu des photos, mais bon, forcément, je ne vais pas cautionner son comportement, hein, parce qu'il n'y a pas... Tout Depardieu qu'il est, il n'a pas à se comporter comme ça, puis c'est pas le seul, j'imagine. Et comme disait Daniel Auteuil là, sur France Inter, il n'y a pas que dans le cinéma où c'est comme ça, il y a dans beaucoup de professions où il y a du pouvoir comme ça, puis il y a des gens... Bon, ce qui est assez marrant sur cet argument, c'est que par exemple dans le chant de l'église, on dit oui, ça existe dans le chant de l'église, mais allez voir ailleurs, regardez au cinéma, allez voir dans les milieux de sportifs. En France, il y a des enquêtes qui se passent, etc. Allez là-dedans, et puis à ce moment-là, vous reviendrez après chez nous, parce qu'ailleurs c'est pire. Je ne sais pas si ailleurs c'est pire, mais ailleurs c'est souvent pareil, parce que je pense que c'est un peu le système qui est comme ça. Puis c'est vrai que c'est un système, c'est bien que ça change, c'est bien que des affaires sortent, et puis que des gens qui ont des comportements... Mais moi je dis souvent, en exagérant un peu, que Twitter, qui est très critiqué, etc., c'est un peu comme une immense agence de presse. Immense, où il y a tout, il y a pas, c'est pas cloisonné. Est-ce que franchement, on pouvait imaginer un mouvement MeToo sans ces réseaux sociaux, indépendamment de la force du New York Times ou du Washington Post qui ont sorti, par exemple, l'affaire Weinstein? Moi je pense pas non plus, parce que je pense que c'est vrai, c'est des plateformes incroyables, et puis ça se multiplie, et puis tout le monde va dessus, avec après les dérives qui en résultent, hein, parce qu'il y a des gens... Il y a une obligation journalistique de suivre les réseaux sociaux aujourd'hui? Oui, nous enfin, une obligation, peut-être un peu fort. Non, mais obligation, on y va, et puis on trouve souvent des sujets aussi là-dessus, parce que des fois, il y a des artistes qui ont des réseaux sociaux, des Facebook, puis on va voir des choses, puis on voit qu'ils font Moi, je pense qu'il y a aussi un côté positif aux réseaux sociaux. Et puis, il y a ce gros argument de dire les jeunes, ils vont plus vers le papier parce qu'il faut payer, parce qu'il y a un abonnement, et que donc, maintenant, avec les réseaux sociaux, plus ou moins, on peut obtenir des informations plus ou moins gratuitement, etc. Comment défendre le métier du journaliste, la plus-value qu'il apporte dans la société, et pour préserver ce moment que je pense nous deux, on a aimé en ouvrant notre journal, etc. Et on sent aujourd'hui que mes enfants, etc., sont dans un tout autre mouvement. Et puis je pense que c'est difficile parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est aussi difficile de distinguer les vraies infos des fausses infos, parce que tout le monde peut se proclamer un peu journaliste. Il y a des articles des fois où c'est n'importe quoi, puis les jeunes qui ne connaissent pas la structure des médias, pour eux, que ce soit un article du Temps ou du Monde, ou bien un article pour eux, c'est la même chose, c'est écrit dessus, puis ils prennent ça comme vérité, quoi. Puis, c'est vraiment difficile, je pense que ça fait partie de l'éducation, un peu, quand ça dépend des parents, beaucoup, hein, comme ce qu'ils inculquent à leurs enfants, les valeurs qu'ils leur inculquent, la lecture, les choses comme ça. Puis ça dépend aussi du milieu social dans lequel on est, quoi. Après, je pense que c'est difficile. Et puis la lecture, elle occupe encore un espace chez toi où, par rapport à ton travail
Et puis Oui, à l'écriture, tu as moins de moments pour... Non, je lis toujours. Je lis quand je suis en train, je lis des fois le soir avant de dormir, mais des fois on tombe sur le livre, suivant là. Mais je lis toujours des livres en cours, mais je lis souvent plusieurs livres à la fois. Des fois je lis des anciens romans, des nouveautés, des biographies, des choses comme ça. Et puis l'écriture, il y a un projet maintenant pour demain où... Oui, là je suis en train d'écrire un livre qui ne sera pas du tout alors, du même style que mon histoire de football. C'est un thriller qui se passe dans le milieu des rêves. J'avais vu, il y avait un article dans Le Matin il y a 2 ans où il y a une entreprise, une marque de bière américaine qui avait convoqué des scientifiques, des neurologues pour essayer d'inculquer une envie de boire de la bière à travers les rêves de cobayes, des gens qui participaient à des expériences où on leur montrait un peu des images subliminales, puis on voulait voir si le lendemain ils avaient rêvé qu'ils avaient envie de boire de la bière. Donc. Et puis il y avait des neurologues, là, des scientifiques qui s'inquiétaient un peu de cette pratique, puis j'ai imaginé un thriller où il y aurait une dérive par rapport à ça. Donc, ça j'ai eu l'occasion de lire un livre, je crois que j'ai fait également une petite chronique Serial Sniffer. Oui. Puis j'ai envie de dire sous forme un petit peu piquante, tu écris plutôt pour les hommes que pour les femmes. Le football, c'est un métier d'homme, entre guillemets, et puis quand on va sentir les dessous des femmes, c'est peut-être pas une activité... Oui, mais alors moi j'ai plutôt écrit avec un point de vue d'homme, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de livres sur la sexualité masculine. Les femmes parlent peut-être plus volontiers de ça, mais j'ai écrit ce livre là, du Serial Sniffer, c'était plus un point de vue d'homme, mais c'était pas forcément pour les hommes, parce que c'était pas un livre érotique ou pornographique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, même si c'est cru. C'est plus un livre sociologique. C'était aussi à l'époque que j'ai situé l'histoire, à l'époque de MeToo, avec des malentendus qui peuvent survenir. Et puis j'ai eu beaucoup d'échos positifs de femmes qui ont lu ce livre. Certaines me disaient au début, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, c'est un machin dégueulasse et tout. Puis en fait, beaucoup de femmes m'ont dit que ce qu'elles avaient aimé, c'était que mon personnage se remettait en question par rapport à ses pratiques, son rapport avec les femmes. C'était pas un gros connard, un gros salopard. Et puis il y avait un côté sensible. Et puis ce qui fait que le livre, on disait qu'il passait tout à fait. Donc c'est pas vraiment pour les hommes. Et puis tu as également publié, j'ai pas lu, mais dans Gore des Alpes, lorsqu'on t'a proposé d'écrire, tu as des difficultés à te dire, c'est quand même saignant, c'est quand même, voilà, il y a quand même derrière. Je pense que ce livre-là peut pas être dans Gore des Alpes. Non, pas du tout. D'accord. Donc tu as eu la difficulté à entrer dans leur cadre, qui est un cadre, on va dire, sanguinolent. Voilà, alors j'ai pas eu de difficulté à trouver une histoire sanguinolente, parce que j'ai fait un roman là, qui s'appelle Vipère vorace, qui se passe pendant la guerre mondiale, du côté du Val d'Anivier, où il y a des serpents qui mangent les gens. Ça, c'est le premier que tu as fait à Gore des Alpes. Après, j'ai fait 2 petites nouvelles dans des recueils collectifs. Ça, mais pas tant pâté par voilà, ça c'est une petite nouvelle de Noël. D'accord. Et puis Gloria la Verbier Beach. Voilà, ça c'était sur le thème de la mer, de l'eau. J'ai imaginé qu'il y avait... La Verbier de l'eau. De l'eau, parce que c'était en 2000 et quelques, il y a l'eau qui est montée, puis du coup Verbier se transforme en station balnéaire plutôt qu'en station de ski. Alors ils mettent du sable, et puis voilà. Et puis il y a une histoire aussi assez de vengeance, assez sanguinolente. Par rapport à Gore des Alpes, j'ai plus de mal à entrer, j'allais dire, par rapport à la forme, dans le code des romans gore. Parce que mon livre a eu une mauvaise critique dans certains médias spécialisés dans le gore, parce que si le fond était gore, ils trouvaient que c'était pas assez écrit, j'étais pas assez comme dans le code du gore, parce que c'est des livres que je lis pas vraiment moi-même. Voilà, moi j'ai lu celui d'Éric Follet. J'ai envie de dire que c'est presque plus une enquête journalistique. Voilée ou révélée, plutôt que voilà. gore. Après, comme on demande à des auteurs de différents horizons, ce qui est bien aussi dans cette collection, c'est que chacun a son style, chacun amène sa plume et puis sa sensibilité. Puis il y a certains livres de la série qui sont beaucoup plus trash et sanguinolents, voire carrément dégueulasses, volontairement, mais avec toujours de l'humour derrière. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de collection. Puis il y en a d'autres qui sont moins trash, mais je trouve que c'est bien d'avoir cette éventail. Et puis alors, comment ça s'est fait l'accès pour toi à Slatkin, qui publie ici donc Le garçon qui ne prend jamais de but? Alors mes 2 premiers livres,
Donc Enflammé, qui était un polar, puis ensuite ce fameux Serial Sniffer, je les avais faits chez 181 degrés édition, qui est un éditeur belge qui est installé à Sion maintenant. C'est vrai? Et puis oui, ça fait quelques années déjà, il a fait un guide des bis qui a très bien marché, quoi. Et c'est lui qui m'a dit un jour, mon éditeur, il m'a dit écoute, il faut que tu ailles chercher ailleurs pour essayer d'avoir plus de diffusion, parce que comme je ne suis pas assez connu, si tu avais un éditeur plus prestigieux, peut-être ce serait mieux pour toi. C'est pas qu'il voulait plus me publier, parce qu'il aimait beaucoup le livre. Et du coup, j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition et j'ai eu 2 réponses positives, dont Slatkin. Et puis j'ai choisi Slatkin parce qu'il voulait moins toucher à la disposition de mon livre que l'autre maison. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai eu la chance, quoi, que ça leur plaise, quoi. Alors, on n'aime pas trop quand on est auteur qu'un éditeur corrige son œuvre, ou bien c'est... Quand c'est des corrections utiles, ou si on souligne des choses illogiques, ou si on dit là, peut-être qu'il faudrait faire attention, je trouve que c'est toujours positif. Après, c'est comme c'est un peu comme aussi des fois certains cinéastes, quand il y a Hollywood qui veut changer la fin parce qu'il veut mettre un happy end et puis ça change tout l'esprit du film. Je trouve que là, c'est négatif. Mais moi, j'ai pas tellement eu affaire à des éditeurs qui voulaient changer l'essence de mon bouquin. Il y a une collection, pas chez Slatkin, mais chez BSN Press, qui concerne le sport et la littérature. Et en lisant ça, d'ailleurs, je crois que je l'ai mise dans la chronique, je me suis dit, mais non, d'une pipe, c'est le livre typique au niveau grandeur, etc., qui était chez BSN Press. C'est comme s'il y avait un concept du sport et de la littérature. Parce que je le répète pour tout le monde, on peut aimer le football et lire ce livre sans aimer la littérature. Et on peut ne pas du tout aimer le football et aimer la littérature et lire ce livre. Oui, tout à fait. Donc, je crois que tu apprécies. Oui, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Et puis alors, j'ai pensé terminer cette interview en te posant une question, en disant j'ai envie de mettre à la fin du blog, quand l'enregistrement sera fait, un morceau de musique que tu recommandes. J'ai pensé à ça parce que j'ai entendu aujourd'hui Ulrika Meyer dans un excellent interview à la RTS, et on lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait comme musique. Elle a dit, moi je peux que vous répondre Bach. Ah ouais. Alors peut-être que tu vas dire autre chose que Bach, mais tous azimuts comme ça, un des coups de cœur que tu as pu avoir autant que tu aimais peut-être le football plus passionnément qu'aujourd'hui. Ah ouais, alors donc si on s'en remonterait un peu dans les années 80, 90, bon, moi j'écoutais beaucoup dans les années 80 quand j'étais ado, j'ai beaucoup écouté Rod Stewart. Alors Rod Stewart, tu as un titre de Rod Stewart? Ouais, peut-être un titre qui je trouve que c'est une très bonne chanson qui s'appelle Passion, c'est une chanson de 1980. Qui est vraiment une chanson qui a un petit peu connue, mais pas énormément. Mais après ton interview, si les gens ils veulent t'écouter jusqu'à la fin, on va leur mettre ce petit morceau. Et puis, merci pour ce moment. Merci beaucoup de l'invitation, c'était très sympa, merci.